Je vais présenter les personnes qui nous font l'honneur et l'amitié de venir ici, au Sénat. Donc, Mesdames Servan Chauvel, vous êtes en visioconférence et vous êtes déléguée générale de l'association Arpège, accompagner la réalisation des projets d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés. Vous êtes accompagné par Madame Canel Garcia, qui est chef de projet mentorat au sein de cette même association, c'est ça? Ah, si. Ensuite, Monsieur Nicolas Opéchin. Vous êtes vice-président de l'Université de Tours en charge de la santé, du handicap et de l'accompagnement social des étudiants et vous êtes maître de conférence en sociologie. Vous êtes en visioconférence et vous êtes accompagné aussi en visioconférence par Madame Émilie Arnaud, qui est directrice du Centre de santé universitaire, auquel la mission handicap de l'Université de Tours est rattachée. Et vous êtes aussi en visioconférence. Madame Arnaud. Bonjour, monsieur. Ensuite, monsieur Fabien Goluet, vous êtes présentement avec nous ici, dans la chapelle, et vous êtes délégué général de la Fédération étudiante pour une dynamique études-emploi avec un handicap, qui est plus connu sous l'expression « fait des 100% en dynamique ». Voilà. Et vous êtes accompagné de Thomas Fauvel, qui est premier vice-président. Et ensuite, Monsieur Christian Grappin, qui est directeur de l'association Tremplin, études, handicap et entreprise, qui est en face de moi. Bonjour monsieur, c'est toujours les plus proches qu'on voit le plus difficilement. Je vous rappelle le cadre de cette mission d'information. Donc, c'est une mission qui a été demandée par le groupe Union centriste du Sénat et c'est monsieur Laurent Lafont qui en est le rapporteur. Il est par ailleurs président de la commission de la culture ici au Sénat. Notre objectif est triple, c'est dresser un bilan de ce qui s'est passé concernant la vie étudiante pendant cette pandémie qui n'est malheureusement pas encore achevée. Essayer de comprendre et de savoir quelles mesures nous pourrions mettre en place pour faire face à des crises similaires. Et enfin, un point qui est tout à fait fondamental pour nous, comment proposer des mesures pour qu'il y ait une meilleure appréhension systémique de la vie étudiante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation des étudiants sur nos campus et ailleurs. Alors je vous propose d'organiser de la sorte notre audition. Je vais demander au rapporteur de la mission, monsieur Lafont, de vous poser un certain nombre de questions et ensuite je vous donnerai la parole dans l'ordre que j'ai indiqué pour environ 10 minutes par institution, pas par personne. Hein. Donc quand vous êtes deux, vous les partagez. Voilà. Et puis je prendrai des questions de mes collègues sénatrices et sénateurs auxquels vous répondrez dans le même ordre. Je vous demanderai d'être vraiment synthétique et de respecter les 10 minutes pour laisser la place à mes collègues. Ils ont énormément de questions à vous poser sur un sujet qui est très important pour nous et on a besoin d'échanger avec vous. Monsieur le rapporteur, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, en fait, vous avez reçu nos questions. Je vais les synthétiser en quelques groupes de questions. D'abord, il y a un premier champ de questions. Pour mieux comprendre la question du handicap et de l'enseignement supérieur, c'est finalement un sujet qui est peu traité, nous semble-t-il, en tout cas dans le débat public. Donc notre rencontre de cet après-midi pour nous est très importante pour que vous nous améliorez notre connaissance de la situation. Donc si vous aviez des données en termes de proportion d'étudiants en situation de handicap, sur est-ce qu'il y a des filières où la présence est plus importante que dans d'autres. Quels sont évidemment les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre par les établissements d'enseignement supérieur et dispositifs d'accompagnement bien sûr sur la tenue des études, sur l'accessibilité
également des bâtiments. En termes d'outils numériques ou de supports pédagogiques, est-ce qu'il y a des établissements, on imagine que oui, qui sont plus innovants que d'autres et plus volontaires que d'autres? Sur la question de l'aménagement des études, que ce soit l'aménagement de l'emploi du temps et des cours, mais aussi bien sûr des examens, comment se comportent les différents établissements et différents cursus. Est-ce que les établissements d'enseignement supérieur mettent à disposition du personnel plus chargé d'accompagner les étudiants? Bref, autant de questions pour avoir un panorama un petit peu de la situation actuelle, évidemment dans la diversité des établissements d'enseignement supérieur qui, on le sait, sont en grand nombre et couvrent des niveaux d'études et des organisations d'études qui sont assez différentes. Et puis bien sûr, nous avons un deuxième champ de questions, comme l'a rappelé le président à l'instant, à savoir sur la crise sanitaire, quels ont été ou quels sont encore bien sûr l'impact de la crise sanitaire sur les étudiants souffrant d'un handicap. Et parce que de toute crise, il faut savoir tirer des enseignements. Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer pour la suite, une fois que la crise sanitaire sera achevée? Comment peut-on améliorer la vie étudiante? C'est le thème de notre mission d'information, mais singulièrement, évidemment, comment peut-on améliorer la vie étudiante pour les étudiants en situation de handicap? Voilà les grandes questions que nous nous posons. Et puis, effectivement, comme le président le rappelait à l'instant, je suis sûr que nos collègues auront aussi des questions plus précises à la suite de vos propos liminaires. Mesdames, je vous cède la parole. On va commencer par vous. Vous partagez le temps de parole comme vous le souhaitez. Allez-y, c'est à vous. Je ne sais pas si Servan nous entend. C'est ton tour, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Servan Chauvel, je suis la déléguée générale de l'association Arpège. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette audition, pour ce temps d'échange qui va être très utile pour nous tous, de prendre le temps de comprendre comment les uns et les autres ont un regard peut-être différent et surtout complémentaire sur la situation des jeunes que nous accompagnons. Donc merci de nous laisser un temps de parole. De notre côté, peut-être on va vous proposer, en respectant bien les 10 minutes qui nous sont imparties, dans un premier temps, peut-être de vous expliquer ce que fait l'association Arpège et comment nous le faisons, et le lien qu'on a avec les étudiants. Donc je me permettrai de vous expliquer cela, et puis après, Cadel pourra vous donner des éléments davantage de terrain, on va dire, de par ses fonctions, tout en sachant que ce que nous disons est à notre échelle, et donc on est très loin des constats que pourront faire les représentants d'universités ou d'autres personnes qui ont des éléments beaucoup plus concrets sur certains services au sein des universités. Donc voilà, c'est à notre niveau que nous allons vous apporter des bouts de réponse. Alors, pour commencer et vous expliquer ce que fait l'association Arpège, on est une association de loi 1901. On a 13 ans et on a été créé par des entreprises. Donc, c'est notre ADN d'être une association d'entreprises qui s'engagent au service des jeunes pour les aider à construire leur projet professionnel à travers un certain nombre d'actions. Et les jeunes qu'on accompagne, ils ont entre 15 et 30 ans. Donc 15 ans, ce sont des jeunes qui sont en troisième. Le sujet d'aujourd'hui qui nous réunit est celui des étudiants. Donc je vais vous expliquer les activités qu'on mène à destination de ces étudiants et vous expliquer aussi le lien qu'on a avec eux, c'est-à-dire qu'on a à la fois des étudiants qui nous connaissent par le biais des missions handicap, des universités, des grandes écoles, des CFA, en tout cas du monde de l'enseignement supérieur auquel ils appartiennent, et puis d'autres jeunes qui viennent à nous à travers, en temps d'avant Covid, sur des salons, sur des forums, des jeunes qui ne sont pas forcément fléchés vers nous sur des typologies ou des sujets handicap, qui viennent par leur biais ou par le réseau, réseaux sociaux, site internet. Voilà. C'est déjà
important de poser aussi ce cadre-là, parce que certains jeunes vont se saisir de certains dispositifs à proprement dit sur le sujet du handicap, et d'autres vont parfois choisir d'autres biais, d'autres chemins pour arriver jusqu'à nous. Voilà, donc nous, les étudiants, quelle que soit la manière dont ils arrivent à nous, on leur propose 3 types d'accompagnement. Donc le premier qui est extrêmement important, surtout quand on voit le marché de l'emploi ou qu'on constate les difficultés dans l'intégration, ça va être tout ce qui est à la recherche de stage ou d'alternance. L'idée première, quand on parle d'insertion professionnelle, étant d'aller le plus loin possible dans ses études, en tout cas vers ce que l'on souhaite, et d'y parvenir. Et pour ça, il faut qu'il y ait des employeurs en face. Donc l'idée d'Arpège, c'est d'avoir un réseau d'employeurs que l'on met en face des jeunes en situation de handicap pour leur permettre de trouver leur lieu, voilà, pour des stages de fin d'études de 6 mois, des alternances ou toute autre période d'immersion professionnelle, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est un point de notre activité, et on verra sur certains secteurs d'activité qui sont peut-être plus représentés que d'autres. La deuxième action qu'on va organiser, ça va être des coachings pro. Donc là, on voit, et Canel pourra le confirmer tout à l'heure, en temps de confinement, à quel point c'est extrêmement utilisé, extrêmement important. L'idée consiste à faire des simulations d'entretien pour des jeunes. Le jeune, on lui permet d'avoir en face un RH, une personne dans ses métiers qui va le conseiller sur la manière de mener un entretien, la manière de présenter son CV, sa lettre de motivation. Encore une fois, Canel pourra en parler, elle en fait toutes les semaines et avec des retours très positifs de jeunes qui ont besoin d'avoir confiance en eux et de pouvoir s'entraîner, parce que lorsqu'on a la chance de décrocher un entretien, autant être aguerri face à l'exercice pour pouvoir décrocher autant que possible un stage, une alternance ou même un emploi. Donc ça, c'est des événements aussi qui permettent de maintenir le lien, de proposer des choses en distanciel, parce que c'est important aussi de voir qu'il y a des choses qu'on arrive à faire perdurer malgré le distanciel et le confinement. Et puis une dernière action qui va être du mentorat. On entend tous parler des dispositifs Un jeune, une solution, et aussi le dispositif Un jeune, un mentor qui prend de plus en plus d'importance. Il y a d'ailleurs un appel à projet actuellement, donc c'est un vrai sujet pour le gouvernement, et on est ravis, nous, de mettre aussi l'accent sur ce mentorat qui permet à un jeune d'avoir un parrain ou une marraine qui est un professionnel de l'entreprise, et là, d'avoir vraiment ce fil rouge au-delà des professeurs, au-delà de ses proches, de la famille, d'avoir quelqu'un qui soit sur le marché de l'emploi et qui puisse le conseiller. Voilà, encore une fois, je vais laisser la parole à Canel qui pourra vous exprimer tout ça de manière beaucoup plus illustrée. Mais voilà ce que l'on fait au sein de l'association Arpège, et les constats, encore une fois, que l'on va pouvoir faire, nous, ça va être sur un périmètre restreint pour les jeunes qui ont bien voulu prendre contact avec nous depuis cette année, enfin depuis l'année passée, les 12 derniers mois, voilà, sur des secteurs d'activité et des niveaux d'études très différents. Voilà, Canel, je te cède la parole. Pardon, la technique et moi. Oui, du coup, pour faire un léger focus sur ce que l'on constate, nous, sur le terrain en tant que chargé de mission, qui est mon métier. Donc, c'est vrai que pour les étudiants, les coachings pro, parmi toutes les actions au sein d'Arpège, sont celles qui, aujourd'hui, recueillent le plus de plébiscites de la part des étudiants. Ils sont toujours au rendez-vous. Et les retours que l'on a de leur part sont vraiment que ce lien avec le monde professionnel leur est vraiment très, très utile en cette période où ils ont du mal à se positionner et à savoir si la problématique qu'ils peuvent rencontrer dans leur recherche de stage, d'alternance et parfois de premier emploi dans la fin de leurs études est liée à la conjoncture ou à leur propre expérience, leurs propres compétences. On retrouve aussi ce point-là au niveau du mentorat. Donc moi, je suis vraiment en charge spécifiquement du mentorat au sein de l'association Arpège, et je constate tous les jours dans les jeunes que je rencontre que déjà on a une augmentation du nombre de jeunes qui nous contactent pour avoir un accompagnement spécifique par un professionnel, mais aussi par parfois les difficultés dont ils nous expliquent rencontrer, voilà, d'avoir besoin de créer du lien, de se sentir un peu isolé.
Et c'est aussi le lien qu'on peut faire quand on peut échanger avec certaines chargées de mission handicap dans les universités avec lesquelles on peut travailler. Donc c'est ces liens-là que nous on a finalement. Est-ce que ça ne répond pas totalement aux questions qui étaient posées sur les dispositifs spécifiques qu'il y a dans les missions handicap, et en tout cas qu'il y a dans les universités. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on constate, c'est que les jeunes viennent plus vers nous, des jeunes qu'on n'avait pas forcément avant dans les jeunes qui venaient vers nous. C'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas d'aménagement, par exemple, qui viennent nous voir, alors qu'avant, spécifiquement, on avait plutôt des jeunes avec des besoins d'aménagement et des besoins spécifiques qui venaient plutôt vers nous pour faire part de leurs besoins d'un accompagnement plus proche, pour pouvoir faire le lien avec l'entreprise. Aujourd'hui, on a une légère augmentation du nombre de jeunes qui n'ont pas de besoins d'aménagement spécifique qui viennent vers nous. Ce qu'on peut dire également, c'est que, alors au niveau des filières qui sont représentées, donc pour le coup, vraiment, on ne parle qu'à notre échelle à nous au sein d'Arpège. On a toujours eu et on a toujours une représentation plus importante des filières compta, gestion, administration. C'est ce qu'on retrouve le plus chez nous, à hauteur d'une vingtaine de pourcents de toutes les candidatures que l'on reçoit, donc pour des recherches de stage et d'alternance. Et après, on retrouve une augmentation des filières informatiques et RH. Et RH management, et aussi marketing communication, qui sont tous autour d'une dizaine de pourcents dans nos candidatures. Donc après, voilà, c'est à notre niveau au sein d'Arpège. Il nous est difficile d'avoir un constat plus général que ça. N'hésite pas, Savane, si tu veux ajouter quelque chose pour qu'on reste dans les temps et que je n'oublie rien. Est-ce que vous nous re-questionnerez sur des préconisations, parce qu'on avait des idées à ce niveau-là, mais peut-être qu'on va laisser la parole aux autres structures et on pourra répondre plus en détail à d'autres questions par la suite, comme vous le souhaitez. Oui, très bien. Non, je vais donner la parole à nos autres invités, puis on reviendra vers vous pour des questions plus précises. Donc, je cède la parole à Monsieur Aupinchin et puis à Madame Arnaud pour 10 minutes, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc, je vais peut-être devoir baisser la caméra parce que ça saute avec ma caméra, mais on va voir. Donc, avec Émilie, on va vous présenter rapidement ce qu'on met en place à l'Université de Tours. Donc, comme dans les autres universités, le nombre d'étudiants en situation de handicap a considérablement augmenté dans notre université ces dernières années. On en avait un peu plus de 80 lors de la création de la mission handicap en 2009-2010. Désormais, ils sont plus de 600 et donc on a à peu près une multiplication par 8 des étudiants en situation de handicap accueillis dans une université en 10 ans. Donc, ce chiffre représente environ 2% de l'ensemble de nos étudiantes et de nos étudiants, mais avec une répartition très différente selon les composantes. C'est-à-dire qu'on a une surreprésentation d'étudiants en situation de handicap par exemple, dans l'UFR Arts et Sciences Humaines, qui comprend la sociologie, la psychologie, où ils représentent 3,5% des effectifs, alors que, par exemple, les étudiantes et étudiants en situation de handicap ne représentent que 1% des effectifs en médecine et 0,7% en pharmacie. Donc, il faut néanmoins prendre ces chiffres avec précaution parce que ces chiffres incluent tous les étudiants qui ont une situation handicapante pour leur scolarité. C'est-à-dire que toutes et tous ont vu un médecin, mais beaucoup n'ont pas de dossier MDPH. Donc, ça inclut par exemple des étudiants avec des problèmes psychologiques, mais aussi d'étudiants qui peuvent s'être cassé le bras et qui ne peuvent donc pas prendre des notes en cours ou pas faire des examens. Donc, parmi les handicaps permanents de nos étudiants, 23% sont des troubles du langage et de la parole, 12% des troubles psychiques, 11% des troubles moteurs, 9% des troubles viscéraux, 4% des troubles auditifs, 3% des troubles visuels et 2% des troubles autistiques. Il est à noter que 11% des étudiantes ont un polyhandicap. Donc encore une fois, ce nombre total d'étudiants, il faut le prendre avec des pincettes parce que il n'inclut pas toutes les étudiantes et les étudiants qui passent en dehors des radars. C'est-à-dire que celles et ceux qui n'ont pas été vus par le SSU, donc le service de santé universitaire dont Émilie assure la direction, et la mission handicap. En effet, depuis 2016, l'Université de Tours a fait le choix d'intégrer la mission handicap au service de santé universitaire, ce qui permet une prise en charge globale des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux échanges entre les médecins, les psychologues, les assistantes sociales et les collègues de la mission handicap qui sont chargés de l'accueil et de l'accompagnement des étudiants.
Donc l'Université de Tours a fait également le choix de consacrer 1 euro par étudiant dans le cadre de la CEVEC pour le handicap, même si encore une fois l'enveloppe, c'est structurel aux universités, c'est-à-dire que le nombre d'étudiants augmente considérablement, les étudiants en situation de handicap encore plus que les autres, et les financements ne suivent pas forcément cette montée en charge du nombre d'étudiantes et d'étudiants. On s'appuie aussi sur l'aide ponctuelle d'entreprises, à l'image d'Humanis, qui par exemple nous a aidé à financer une campagne de sensibilisation au handicap sur l'ensemble des sites de l'université. Donc l'action du SSE et de la mission handicap se décompose en 4 grands axes. Donc premier axe, l'accueil et l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Le deuxième axe, c'est l'identification et évidemment la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de leur cursus. Le troisième axe, donc en lien avec ce qui a été dit dans l'intervention précédente et en complémentarité de la maison de l'orientation et de l'insertion professionnelle, c'est aider les étudiants à s'insérer dans le monde du travail. Et enfin, le quatrième axe, c'est de diffuser une culture handicap à l'intérieur de l'université grâce à des actions de sensibilisation type repas à l'aveugle, soirée débat, action handisport, test du fauteuil roulant par des personnes valides en bibliothèque universitaire. Et en ce qui concerne la sensibilisation des enseignants, nous allons mettre en œuvre à la rentrée une formation pour tous les nouveaux maîtres de conférences pour les sensibiliser à la problématique du handicap. Donc je vais laisser la parole à Émilie qui va revenir plus en détail sur les 2 premiers axes que nous mettons en œuvre à l'Université de Tours. Émilie, on ne t'entend pas. Là, vous m'entendez? Oui, mais c'est Ok. un peu faible. Excusez-moi. Alors, je vais essayer de mettre au max, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, là, je suis au maximum. Je vais essayer de parler fort. C'est bien. Donc, merci. En termes d'accompagnement, on va pouvoir mettre en place des accompagnements matériels, en fait, des aides matérielles, des aides humaines, et puis également des aménagements du cursus universitaire. Donc, en termes d'aide humaine, on fonctionne beaucoup avec le système des pairs, donc c'est-à-dire qu'on va recruter des étudiants qu'on va donc encadrer par un contrat de travail pour qu'ils puissent accompagner les étudiants qui en ont besoin dans différents types de missions, des missions qui sont compatibles évidemment avec leurs études. Donc ça va être de la prise de notes, du secrétariat d'examen, ça peut être un soutien ou un tutorat méthodologique qu'on a pu faire d'ailleurs en visio pendant la crise sanitaire. Ça peut être de l'aide à la mobilité pour faciliter le repérage spatio-temporel ou aider un étudiant dans ses déplacements dans la fac. Ça peut être une aide sur le temps de cours pour permettre la réassurance de l'étudiant. Ça se fait de manière beaucoup plus anecdotique, on va dire, surtout pour des étudiants qui ont des troubles autistiques assez prononcés. Et pour ce type d'accompagnement-là, effectivement, on ne fonctionne pas avec des étudiants. Dans ces cas-là, on recrute des personnes qui ont des compétences particulières dans ce type de pathologie. Ça peut être aussi de l'aide à la manipulation dans les travaux pratiques, un accompagnement en bibliothèque universitaire pour faciliter la recherche d'ouvrages. Donc voilà, tout un tas de modalités en fait qui vont être déterminées en fonction des besoins de l'étudiant lorsqu'il va venir nous rencontrer au moment où il vient le faire. Des fois, c'est au début d'année, parfois c'est en cours d'année en fonction de ses besoins. Les aides techniques et matérielles, on va pouvoir leur mettre à disposition des ordinateurs, des logiciels spécifiques, des matériels adaptés. On met en place des crédits photocopies. Enfin, il y a tout un tas de possibilités individuelles pour l'étudiant. Et puis aussi, on équipe les bibliothèques universitaires avec des postes informatiques dédiés, avec par exemple des claviers à gros caractères ou des logiciels spécifiques. Des dispositifs techniques aussi qui facilitent l'accès aux œuvres, comme des téléagrandisseurs, une synthèse vocale, une loupe numérique, etc. Voilà.
Qu'est-ce on peut aussi évidemment mettre en place des aménagements. Donc ça, ce que je vous ai cité, c'est des choses qu'on peut faire et mettre en œuvre pour l'intégralité du temps d'enseignement tout au long de l'année. Mais on va également leur proposer des accompagnements spécifiques pour les modalités d'examen. Donc là, on va pouvoir en fonction des besoins, encore une fois, pouvoir proposer évidemment une chose qui est bien connue, qui est le temps majoré, mais il y a aussi l'organisation de l'examen en salle particulière ou en salle à petit effectif. Ça peut être de favoriser l'évaluation plutôt à l'oral ou plutôt à l'écrit. Ça peut être aménager l'emploi du temps via ce qu'on appelle le régime spécial d'études, qui permet de soit aménager son emploi du temps pour être dans un groupe plutôt qu'un autre, soit de moduler le mode de contrôle de connaissances, donc en contrôle continu ou contrôle continu et terminal. Ça peut être aussi la possibilité de faire son année en 2 ans. Il y a tout un tas de modalités en fait qui sont possibles, qui vont pouvoir être identifiées lors de l'échange entre le médecin et l'étudiant, et surtout avec dans l'idée aussi que nos aides soient un petit peu dégressives, on va dire, tant que c'est dans la mesure du possible, évidemment, tout au long du cursus, puisqu'on a en tête quand même l'insertion, et que donc l'idée, c'est aussi que l'étudiant s'autonomise. Et donc le travail, c'est aussi de voir avec lui au fur et à mesure de son avancée dans son cursus, ce qu'il est possible de diminuer, de moduler. Voilà, donc on refait des points réguliers. On ne met pas en place des accompagnements en première année qui vont être les mêmes tout au long de son cursus universitaire. C'est des choses qui sont réévaluées, réadaptées à minima tous les ans. Au niveau des cours à distance, alors en temps normal, il n'y a pas de cours à distance. Donc après, évidemment, avec le contexte qu'on vit depuis plus d'1 an, on a pu mettre en place ce passage en distanciel, donc avec des cours enregistrés la plupart du temps. On n'a pas spécialement ressenti plus de problèmes que d'habitude en fait au niveau de notre population d'étudiants en situation de handicap. Leurs demandes n'ont pas été majorées par rapport à ce contexte de la crise sanitaire. On a essayé de maintenir le lien le plus possible, en essayant d'aller au-devant d'eux et pas d'attendre qu'ils nous sollicitent. Donc, on leur a adressé un questionnaire notamment. Et puis là, on est en train d'élaborer une enquête qu'on vient de diffuser à l'ensemble de nos étudiants sur leur santé en général et la santé mentale en particulier. Donc, qui s'adresse également, évidemment, aux étudiants en situation de handicap. Donc, on va pouvoir aussi avoir une évaluation du ressenti de ces étudiants-là. Peut-être qui sera différente de ce qu'ils nous ont renvoyé tout au long de l'année, mais c'est l'intérêt de cette enquête. Malgré tout, on a prêté finalement moins de matériel pendant cette période. Alors, vraisemblablement, notre explication, c'est parce que les universités ont mis en place des aides numériques pendant la crise sanitaire, donc avec évidemment des conditions de ressources, mais il y a eu beaucoup d'aides numériques qui ont pu être délivrées dans ce cadre-là, et qui du coup probablement ont aussi correspondu à des besoins d'étudiants qui ont des besoins spécifiques. Donc pour nous, malgré tout, même si on essaye de faire des choses et de faire le plus possible et de faire évoluer nos propositions, il reste quand même beaucoup de chantiers à mettre en œuvre. Pour nous, le principal chantier à mettre en œuvre, c'est d'améliorer l'accès aux enseignements. Nos pistes, ça serait de passer par différents canaux. Donc d'abord la mise à disposition de capsules d'enseignement sous format numérique adapté, mais c'est quelque chose qui évidemment a un certain coût. À Tours, on porte un projet qui s'appelle PARM, qui est financé par l'ANR, et dont l'un des volets est de rendre les enseignements disponibles sous format numérique pour tous les étudiants, évidemment, mais avec des dispositifs qui permettraient l'inclusion des étudiants en situation de handicap, comme le sous-titrage, par exemple, ou autre chose. Malheureusement, ça, c'est le démarrage de ce projet, donc il y a encore très peu de cours qui sont accessibles. Ça peut être aussi par la mise à disposition de supports écrits dédiés par les enseignants, mais ça suppose une certaine adaptation pour les étudiants en situation de handicap, et puis ça suppose aussi d'imaginer comment protéger la propriété intellectuelle des enseignants, et ça c'est un vrai sujet qui est un vrai frein à cette possibilita. On a effectivement actuellement une grande Est-ce que vous pourriez réserver une partie de vos propositions pour la fin de notre entretien ? Ce qui me permettrait de passer la parole à vos collègues. Je vous remercie. Donc, je cède maintenant la parole à messieurs Goluet et Fauvel pour 10 minutes.
Voilà. Allez-y. Alors bonjour et merci pour cette invitation. Je suis Fabien Gauluet, délégué général de la Fédé 100% Dynamique, qui est née en 2010 de la conviction que les étudiants et les jeunes diplômés, qu'ils soient handicapés ou pas, pouvaient représenter une ressource significative et insuffisamment mobilisée à nos yeux pour concourir au confortement du parcours de formation jusqu'à l'emploi des jeunes handicapés. Donc assez naturellement, nos valeurs fondatrices, ça a été l'entraide et l'émulation entre jeunes, qu'ils soient handicapés ou pas, l'autonomie des jeunes handicapés en tant qu'acteurs de leur projet de vie, d'études et d'insertion pro, et puis évidemment l'engagement bénévole en faveur d'une société inclusive. Donc majoritairement dirigé par des jeunes handicapés, 100% Dynamique mobilise ces bénévoles dans le cadre de différents programmes. On mène notamment des groupes d'entraide thématiques entre jeunes en situation de handicap, 14 groupes, qui se réunissent notamment 3 fois dans l'année dans le cadre de nos rencontres nationales qui mobilisent 200 à 300 jeunes bénévoles et bénéficiaires de notre réseau. On anime des programmes de tutorat étudiant collectif d'élèves du secondaire en situation de handicap. C'est plus de 300 élèves du secondaire qui sont tutorés avec des partenariats avec une quarantaine d'établissements secondaires ou supérieurs. On fait du parrainage individuel vers les études supérieures et vers l'emploi, avec une cinquantaine de parrains, dont une majorité sont des parrains en situation de handicap. C'est un point qui nous importe, c'est la dimension de la pérémulation. On fait également des actions de conseil sur les espaces handicap des salons d'orientation et professionnels, et des actions de sensibilisation sur les campus, évidemment, et sur les événements étudiants, notamment les événements sportifs. Par ailleurs, en Dynamique met en place des bourses d'études. On avait 120 lauréats de bourses d'études l'an passé, des forums de recrutement sur les forums entreprises des établissements d'enseignement supérieur, une vingtaine l'an passé avec 200 à 300 jeunes candidats par an qui se présentent sur ces événements, et une mobilisation dans le cadre des journées de stage d'immersion Duo-Day, dont vous avez peut-être entendu parler, avec 130 duos constitués l'an passé. Donc pour mener à bien tous ces projets auprès de 1200 jeunes handicapés bénéficiaires en moyenne par an, En Dynamique mobilise à la fois un réseau d'entraide de plus de 500 jeunes en situation de handicap adhérents et un réseau de plus de 80 associations étudiantes sur une cinquantaine de campus et une vingtaine de fédérations étudiantes, soit nationales de filière, soit territoriales, qui nous permettent de communiquer auprès de plus de 500 associations locales. Lors du premier confinement, on a mis en place une plateforme d'entraide pour mettre en relation les jeunes handicapés qui ont des besoins d'aide en distanciel avec des bénévoles. Donc l'aide, c'était du soutien scolaire ou méthodologique, du conseil d'orientation ou d'insertion pro, etc. Donc on a mobilisé environ 250 bénévoles, dont les 3 quarts disposaient déjà d'une connaissance du handicap, voire d'une expérience du handicap, et un quart étaient eux-mêmes des jeunes en situation de handicap. Et vu le succès de l'opération et surtout de son intérêt, parce que ça nous a permis de venir en appui à des jeunes handicapés qui étaient sur des territoires où on n'était pas présent physiquement, on a décidé là en 2021 de pérenniser cette plateforme qui vient en complément de ce qu'on peut apporter par ailleurs. Autre action notable, le 1er avril, on a lancé avec les principaux réseaux associatifs étudiants, AnimaFac, Lafage et les fédérations de filières des ingénieurs des écoles de commerce, un label associatif 100% Dynamique qui permet aux associations étudiantes de se fixer des objectifs en termes de mise en accessibilité de leur activité et d'inclusion sur les campus. Donc sinon, en Dynamique, on est la seule organisation de jeunes qui est membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées, avec un point qui nous tient à cœur, des représentants jeunes en situation de handicap dans 7 des 9 commissions thématiques du CNCPH. On est notamment assesseur de la commission emploi. Donc il y a une dimension de plaidoyer, avec notamment la rédaction actuellement d'un livre blanc dans la perspective des élections présidentielles et d'un rapport alternatif dans le cadre de l'audition prochaine de la France devant le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Et enfin, dernier projet, on plaide actuellement pour la création d'un certificat culture inclusive qui serait inspiré du modèle du PSC1 de formation en premier secours. C'est une idée qu'on voudrait développer. Je laisse la parole à notre premier vice-président Thomas. Voilà. Non, c'est bon. Vas-y, je te...
Ok. Donc Thomas Fauvel, donc premier vice-président de la Fédé 100% Dynamique. Je vais vous parler un peu des chiffres. Donc de notre point de vue, on peut bien sûr pas vous remonter des chiffres précis. Par contre, on peut remonter des tendances. Donc on a effectivement une forte progression ces 10-15 dernières années des jeunes en situation de handicap au sein de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est plutôt un bon point à noter. En termes de répartition de ces jeunes par rapport aux différentes filières, on dénote qui sont plutôt orientés aujourd'hui côté HSS, donc tout ce qui est sciences humaines et sociales, ainsi qu'en IUT. Alors nous, on explique ça par des facilités d'accessibilité côté HSS, et côté IUT, ce serait plus des profils d'étudiants qui ne souhaiteraient pas postuler suite à des difficultés d'accessibilité dans les classes prépa, les CPGE, et donc qui se réorienteraient vers les IUT, qui sont finalement des filières à court terme qui leur permettent d'accéder à des filières Bac plus 5 de manière aussi quasiment aussi facile dans un cadre accessible plus fluide pour eux. Donc voilà, sur la partie des chiffres, un peu ce qu'on pouvait vous partager. Sur la partie de l'accessibilité donc de ce qui est proposé au sein des établissements d'enseignement supérieur en termes d'accessibilité, d'aide et d'accompagnement. Donc je ne vais pas refaire la liste qui a été faite précédemment, qui était tout à fait exhaustive. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'à l'échelle nationale, ce qu'on peut identifier, nous, c'est une disparité des aides proposées en fonction des établissements. Donc on va dire les bases, les classiques, c'est-à-dire secrétaire d'examen, tiers-temps, tutorat, preneur de notes, qui sont un peu le pivot des aménagements classiques qu'on retrouve à peu près partout sur le territoire sans problème. Par contre, la partie aménagement de cursus, la partie aménagement avec du matériel spécialisé, ça est induit par des financements locaux qui ne sont pas toujours disponibles. Et donc, dans ce cas-là, c'est très disparate et on a des étudiants qui n'ont pas accès. Et qui d'ailleurs demandent des bourses au sein de notre structure pour acquérir des équipements spécifiques qui permettent de suivre leur parcours d'études. Sur l'accessibilité des locaux en eux-mêmes, on a noté une nette progression de l'accessibilité des locaux, mais qui est malheureusement pas assez rapide. On se rend compte aujourd'hui que tous les nouveaux locaux construits pour l'enseignement supérieur sont bien sûr accessibles, mais l'ancien est difficilement accessible et avec des incohérences du type la mise en accessibilité d'un bâtiment sur un campus qui ne l'est pas, avec un bâtiment qui va être entièrement équipé d'ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite ou de chemins pour les déficients visuels, mais derrière, le bâtiment lui-même, pour y accéder, il va avoir 3 marches qui vont empêcher les personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder au bâtiment. Ce type de détail est assez courant au sein de nos territoires. Sur la partie accessibilité numérique, innovation pédagogique. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, d'autant plus avec la période qu'on traverse, mais les universités sont dans une transformation numérique avec des supports numériques qui se développent de plus en plus. C'est un vecteur de progrès et d'accès pour les personnes en situation de handicap à la connaissance. Cependant, le problème récurrent, c'est que les outils utilisés ne respectent pas forcément les normes d'accessibilité, même assez rarement. Donc les personnes en situation de handicap qui ont des troubles liés à l'accessibilité, on pense particulièrement aux déficients visuels, aux non-voyants, aux troubles 10, vont malheureusement avoir des difficultés dans le cadre du tout numérique qui se sont bien sûr accrues avec la crise que nous traversons puisqu'on est passé totalement en digital. Et donc dans notre réseau, on a eu de fortes sollicitations d'étudiants en situation de handicap qui se sentaient un peu sans solution, malheureusement, parce que la montée n'a pas dans tous les établissements pu être compensée par les missions handicap, même si en règle générale elles font plutôt du bon travail. Elles n'ont pas forcément eu la capacité de pouvoir accompagner tous les étudiants. On a eu beaucoup de demandes, d'où la naissance de la plateforme d'entraide qu'a mentionné Fabien juste avant. On a essayé de répondre avec cette plateforme d'entraide, ce qui a plutôt bien fonctionné.
Aujourd'hui, les établissements avec cette crise sanitaire, sont bien conscients des problèmes d'accessibilité numérique, puisqu'ils y ont été confrontés pour ceux qui ne s'en étaient pas préoccupés en amont. Et il y a des politiques qui sont en train doucement d'émerger, de mise en accessibilité. Maintenant, le problème clé dans cette affaire d'accessibilité, c'est une question de temps et de budget, puisque pour mettre en accessibilité, ça a des coûts significatifs. Les progiciels installés ou les intranets que les étudiants utilisent en échange avec leurs enseignants sont prévus pour être fonctionnels pendant plusieurs années, et les universités n'ont pas forcément le budget pour les mettre en accessibilité quand il faudrait. Sur la partie, donc, il me manque une partie sur la fin. Comment les établissements enseignants supérieurs sont-ils soutenus ? Oui, voilà, merci. C'est cette partie-là qui me manquait. Oui, sur le soutien des établissements d'enseignement supérieur, alors ce qu'on nous remonte dans notre réseau, c'est finalement un manque de formation et de sensibilisation, alors je veux dire à tout niveau, que ce soit au niveau des enseignants-chercheurs qui sont en contact avec les élèves et les étudiants et qui sont amenés à les faire monter en compétences. Ils sont parfois démunis face au handicap parce qu'ils n'ont pas été formés à l'accueil de jeunes en situation de handicap, et en particulier aux outils pédagogiques nécessaires, puisqu'on travaille beaucoup sur la formation par les pairs dans l'enseignement sup, ce qui marche pour 90% de la population, mais ce qui ne marche pas pour les étudiants en situation de handicap, qui sont malheureusement encore assez rares, et donc la formation par les pairs n'est pas assez exhaustive pour qu'un enseignant-chercheur puisse être autonome face à un étudiant en situation de handicap. On a beaucoup de retours d'élèves ou d'étudiants qui nous disent que leurs enseignants-chercheurs se sentent peu accompagnés et peu formés sur le sujet. On a aussi identifié qu'au sein des structures des établissements d'enseignement supérieur, le personnel n'était pas toujours sensibilisé aux questions de handicap et à l'accueil des jeunes en situation de handicap. Et avant tout, donc c'est une politique globale de sensibilisation qu'il faut mettre en place pour arriver à une vraie inclusion au sein des établissements d'enseignement supérieur. On parlait tout à l'heure de l'accessibilité des locaux. J'ai parlé d'établissements d'enseignement supérieur. J'ai pas parlé des logements et des résidences et des restos universitaires. On a pour cet aspect-là un vrai progrès de la disponibilité de logements accessibles au PMR ou d'accessibilité des restaurants universitaires. Le problème qu'on constate, c'est plutôt la distance de ces logements qui sont accessibles avec les lieux de cours, puisque c'est une chose d'avoir des logements que les étudiants puissent utiliser, mais le trajet entre leur lieu de cours et ces lieux de vie quotidienne sont souvent trop longs pour être possibles et réalisables de manière aisée par des personnes à mobilité réduite, quel que soit leur type de pathologie. Voilà, et je vais conclure sur les propositions d'amélioration qui nous semblent important de mettre en place. Alors, je vais revenir sur la formation pour l'accompagnement pédagogique des enseignants, puisque c'est vraiment clé pour que les étudiants se sentent intégrés et puissent suivre des cours comme tout à chacun au sein des établissements d'enseignement supérieur en France. On a aussi une forte volonté de sensibiliser, et ça nous paraît indispensable de sensibiliser vraiment tout le personnel des établissements d'enseignement supérieur, puisque l'inclusion, ça passe à tous les niveaux. On a aussi bien la communication d'une université qui doit faire une communication inclusive que la personne qui va accueillir l'étudiant en situation de handicap pour entrer dans son résidence universitaire. C'est vraiment à toutes les échelles qu'il faut cesser cet étonnement du handicap et banaliser le fait qu'on ait des étudiants en situation de handicap au sein des établissements d'enseignement supérieur. Voilà, on pensait aussi que sur l'aspect du non-aménagement des cours, on a encore aujourd'hui des enseignants qui refusent d'aménager leurs cours, en particulier dans les CPGE qu'on trouve majoritairement très peu accessibles, que ce soit sur le plan physique ou en termes d'offres d'accompagnement, parce qu'ils ne sont pas intégrés dans une université, donc ils ont moins de marge de manœuvre qu'on peut avoir dans des établissements d'enseignement supérieur avec les missions handicap, les référents handicap qui sont compétents et qui ont des moyens dédiés. Là, on est dans un cadre lycée où on n'a pas tous ces outils-là, dans un cadre heureusement et malheureusement très élitiste. Donc heureusement, puisque les étudiants en situation de handicap arrivent à intégrer ce type de cursus-là. Maintenant, n'étant pas habitués à ce type de profil-là, les enseignants sont souvent très démunis. Ils considèrent que ce n'est pas à eux d'aménager les cours. Et ça, c'est un vrai problème dans la philosophie, finalement, de l'approche de l'enseignement par rapport
rapport à l'élève, puisque l'accessibilité des cours reste quand même dans la délivrance de la connaissance à son élève quelque chose d'incontournable pour la qualité de l'enseignement en France. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Merci. Vous pourrez intervenir après encore. Hein. Monsieur Grappin, c'est à vous pour 10 minutes que vous partagez avec vous-même. Voilà, c'est le privilège du dernier. J'essaierai de ne pas les dépasser à moi tout seul. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs de nous avoir conviés à cette audition. Tremplin Handicap, c'est une association qui existe depuis 29 ans maintenant, qui a été fondée par des entreprises, qui s'appuie sur un réseau d'employeurs. Alors je dis employeurs parce qu'il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi des acteurs publics, il pourrait y en avoir davantage, mais il y en a déjà, nous en sommes heureux, qui sont aujourd'hui au nombre de 140. Notre action est principalement centrée sur les jeunes qui sont en situation de handicap, mais nous travaillons aussi avec un écosystème, les employeurs, je vous l'ai dit, les centres de formation, que ce soit des lycées ou des établissements d'enseignement supérieur de toute nature, voire des CFA, et puis aussi les familles. Notre rôle, on a redéfini notre projet stratégique associatif en avril 2019, lors de notre Assemblée générale d'avril 2019, et on a recentré notre action sociétale autour de 2 enjeux qui, hélas, sont encore majeurs, trop majeurs d'après nous. Le premier, c'est de contribuer à la réussite académique des jeunes en situation de handicap, parce qu'on sait très bien qu'ils sont peu nombreux, même s'ils sont plus nombreux, ils sont peu nombreux proportionnellement à accéder aux études supérieures, et surtout, ils arrivent sur le marché de l'emploi avec un niveau de qualification extrêmement bas, voire pas niveau de qualification. Ce qui génère aujourd'hui, je parle évidemment avant la crise sanitaire, un taux de chômage de près de 30% des jeunes en situation de handicap. Donc, il faut tout faire pour que ces jeunes puissent avancer dans leur parcours académique, avancer déjà jusqu'au bac, ce qui statistiquement est une prouesse, hélas, et ensuite leur permettre d'avancer dans les études supérieures. On sait très bien qu'en France, l'accès à l'emploi est fortement conditionné par le niveau d'études. Et donc là, il y a une grande disparité et forcément une injustice flagrante. Par rapport à ces jeunes, nous avons 4 grands axes d'action. D'abord, nous les accompagnons individuellement, nous les connaissons tous, nous les accueillons tous, nous les accueillons individuellement et dans le temps, tout au long de leur parcours d'études, aussi long qu'il soit, jusqu'à leur entrée dans le monde du travail, leur entrée définitive dans le monde du travail. Pour faire ça, pour les aider, évidemment, nous créons des liens entre eux et nos employeurs partenaires, que nous accompagnons, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment les 2 grands axes majeurs. Depuis notre nouveau projet stratégique, on a développé 2 autres axes. Le premier, c'est l'orientation, parce que là aussi, quels que soient les jeunes, d'ailleurs qu'ils soient en situation de handicap ou pas, le poids des inégalités amplifie les biais qui peuvent se proposer. On ne propose pas la même chose à un jeune ou une jeune d'un milieu rural, d'un milieu urbain, un jeune de milieu favorisé, défavorisé, etc. Et évidemment, on ne propose pas les mêmes opportunités à un jeune ou une jeune en situation de handicap qu'à un jeune ou une jeune qui n'est pas en situation de handicap. Je vous invite, mais je suis sûr que vous le connaissez, à vous référer au rapport du SNESCO, qui date de 2018, qui est assez flagrant en la matière. Et donc, pour faire ça, on n'a pas voulu s'improviser comme ça les rois de l'orientation. On a recruté une psychologue de l'orientation pour faire les choses sérieusement, avec méthode, avec des outils appropriés, car on ne peut pas vraiment s'amuser comme ça avec l'orientation des jeunes qui sont en situation de handicap ou pas. Le 4e et dernier champ issu de notre nouveau projet stratégique, c'est développer auprès de ces jeunes des aptitudes qui sont plus en lien avec le monde professionnel. Alors sur certaines choses, on n'a pas du tout inventé l'eau chaude, c'est les faire travailler sur la rédaction de leur CV, les faire travailler sur la rédaction d'une lettre de motivation. Le sujet a été évoqué par l'association Arpège tout à l'heure, c'est les entraîner à leurs entretiens, évidemment. Mais c'est aussi un peu plus original, renforcer, perfectionner l'expression orale en anglais. Parce que de plus en plus d'entreprises exigent un bon, voire très bon
Alors on n'arrive pas toujours au très bon, mais déjà un bon niveau d'expression orale et pas forcément écrit, littéraire, comme le veut la culture de l'enseignement en France. On travaille aussi sur des techniques de comment répondre à une annonce, comment rechercher la bonne annonce. On travaille aussi, et on va dans l'univers digital, c'est travailler avec eux, comment je me crée un profil sur LinkedIn. On sait aujourd'hui que LinkedIn, surtout en période de pandémie, est un réseau professionnel très important, donc on travaille aussi avec eux là-dessus. Et puis, dernier axe de développement un peu des compétences professionnelles, les fameux soft skills. Vous savez, on en parle de plus en plus. Les entreprises axent leur recrutement de plus en plus. Donc, déjà, leur expliquer ce que c'est, ces compétences un peu relationnelles, sociales, comment ils peuvent les mettre en évidence à travers les différentes expériences, alors professionnelles, on y pense, mais personnelles, sportives, culturelles, sociales aussi, pour justement être en mesure de les valoriser auprès des entreprises. Voilà les 4 grands champs d'action auprès des jeunes tout au long de leur parcours. À travers cet accompagnement, notre but est évidemment de leur permettre de développer leur autonomie. Et c'est pour ça que, comme je le dis, ce n'est pas le jeune que nous mettons au centre de notre action, mais son projet. Et notre but, c'est qu'il en soit le premier acteur, parce qu'évidemment, s'il ne participe pas à son propre projet, je ne vois pas comment on pourrait l'aider. L'autre axe, c'est vis-à-vis de nos employeurs, parce que ce n'est pas le tout d'encourager les jeunes et de les aider à trouver leur stage, leur job d'été, des jobs étudiants, de l'alternance et de l'emploi. Encore faut-il que les employeurs ouvrent leurs portes à ces jeunes et soient aussi conscients des exigences qu'ils exigent de ces jeunes qui sont parfois un peu excessives. Donc on a tout un accompagnement de nos employeurs, que ce soit des grandes entreprises, des petites, des moyennes, même si dans notre réseau on a plutôt des grandes, mais on est en train de développer un axe vers les TPE, PME, PMI, pour qu'ils s'ouvrent à ces jeunes, parce que c'est vrai, c'est pas évident, on peut le comprendre, d'accueillir en stage ou en alternance ou en emploi des personnes handicapées et entre autres des jeunes en situation de handicap. Donc ces entreprises, nous les accompagnons tout au long de l'accueil d'un jeune, que ce soit en stage ou en alternance de 2 ans, voire même 3 ans. Alors évidemment, quand c'est en CDI, on ne les accompagne pas de façon indéterminée, juste pendant la période d'essai. Et puis, l'action a été évoquée. On a mis en place aussi des actions de coaching. Alors, on les a mises principalement en place il y a 1 an, en mars. Pendant le confinement, on ne voulait pas que les jeunes de tremplin restent isolés. Et donc, on s'est fortement mobilisé pour entretenir nos relations, travailler avec eux. Et c'est là où on a développé ces coachings, dont je vous ai cité un peu les axes, travailler sur le CV, la lettre de motivation, etc., etc. Et on en a profité pour mobiliser des collaborateurs et des collaboratrices de nos employeurs partenaires. Et pas uniquement des gens de la DRH qui, évidemment, sont plutôt sensibles à ça, mais aussi des managers opérationnels, parce qu'à vrai dire, c'est eux qui vont recruter dans leurs activités. Et on s'est attaché à mobiliser toute la strate d'une entreprise, alors jusqu'à un président, directeur général, mais en passant aussi par des ouvriers, en passant par des employés, par des assistantes, par des assistants de tout ordre. Et on s'aperçoit que c'est un fantastique outil de sensibilisation parce que du coup, chacune et chacun deviennent des ambassadeurs un peu du handicap puisqu'il y a eu cette mise en contact. Les centres de formation. Les centres de formation, à chaque fois que nous menons des opérations vis-à-vis des jeunes, évidemment, nous communiquons nos différentes actions, et elles sont nombreuses. Il y a par exemple 3 forums que nous faisons par an, et puis on veut aussi ouvrir les étudiants d'aujourd'hui, qui ne sont pas en situation de handicap, à ce sujet du handicap, et depuis 9 ans, nous sommes à l'origine d'un grand concours vidéo pour mobiliser les étudiants, qui s'appelle Tous en scène, TOUSHANSCENE. Et nous en sommes à la 9e édition. À chaque fois, il y a des entreprises partenaires, 14 entreprises partenaires. On a en moyenne 100 vidéos, et ce qui est exceptionnel, c'est que là, pour la 9e édition, en plein confinement, en plein couvre-feu, nous en sommes à 165 vidéos obtenues, plus de 1000 étudiants qui ont participé. Ça défie toutes nos prévisions. En tout cas, ce sont nos actions que nous menons. Vis-à-vis des jeunes aussi, il y a quelque chose d'important, on en a parlé
lors de la prise de parole de l'université de Tours, eh bien, nous avons aussi des actions de sensibilisation à la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, même auprès des plus jeunes. Parce que c'est important de sensibiliser les plus jeunes et à travers eux leurs familles. Nous qui rencontrons les jeunes tous les jours, eh bien, il apparaît, et ce n'est pas une exception, que certains parents s'opposent aussi à cette démarche de reconnaissance, ce qui complique énormément les choses pour les jeunes, et entre autres quand ils rentrent aussi à l'université, pour qu'ils puissent se rapprocher facilement de la mission handicap. Avant de venir, juste, je pense que je suis encore dans mon temps de parole. Très bien, merci beaucoup. J'ai fait un petit point auprès des chargés d'accompagnement de tremplin pour savoir ce qui était remonté de leurs échanges avec les jeunes. Donc, il y a plusieurs points que je vous livre dans le désordre. Sur les cours en distanciel, pas mal de jeunes ont dit c'est intéressant parce qu'on peut faire des replays vidéo. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est en présence. On peut revoir le cours. Du coup, ça laisse du temps pour la prise de notes. Ça donne de la flexibilité sur l'emploi du temps. Et puis, on est dans un environnement connu. Donc, c'est un peu moins stressant. Pour l'organisation des cours, ce qui est remonté, c'est que les horaires pouvaient changer durant la journée. Donc, ça demandait à l'inverse beaucoup d'adaptation, pas beaucoup de préparation, et c'était un petit peu compliqué. Et que les travaux en groupe, évidemment, étaient plus difficiles à mener à distance. Sur les examens, il y a beaucoup plus de contrôle continu que les années passées, et donc ça met certains étudiants, en situation de handicap, mais je pense ceux aussi qui ne sont pas en situation de handicap, davantage sous pression. Et quant aux examens, eh bien, parfois, ils ne disposent pas à distance. Je ne sais pas si vous avez rencontré aussi cette situation à la Fédé 100% dynamique. Ils ne disposent pas toujours d'un tiers-temps ou d'un temps complémentaire du fait que ce soit à distance. Je termine avec les derniers points. La relation avec les enseignants, c'est plus difficile à distance d'avoir des réponses qu'en présentiel. Alors parfois les échanges se font par mail, mais ils n'ont pas toujours les retours. Sur la vie étudiante, certains sont retournés chez leurs parents dans un contexte difficile et du coup peu de relations, voire plus de relations avec leurs camarades et évidemment difficile de mener une vie étudiante avec les couvre-feux. Et enfin l'insertion professionnelle, ça on est bien placé. Bien, nous on voit bien que tous les jeunes qui sont à la recherche de stages, d'alternance et d'emploi voient leur projet déboucher beaucoup moins que les années précédentes. Merci beaucoup de ce temps supplémentaire que vous m'avez accordé. Ou que j'ai pris sans vous donner. Non, mais comme tout le monde a dépassé, écoutez. Je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous poser des séries de questions auxquelles vous répondrez de façon globale. Peut-être que Sonia de la Provoté a des questions. Sonia ? Elle est en pause. Oui. Non, je ne suis pas en pause. Parce que j'ai bidouillé mes boutons. Vas-y. Donc, Sonia de la Provoté, qui est sénatrice du Calvados et membre de la Commission de la Culture, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de vos interventions très, à la fois intéressantes sur toutes les mesures qui sont mises en œuvre. Moi, j'ai deux questions. Une par rapport à la crise sanitaire, ça vient d'être abordé là complètement autour de la dernière intervention. Est-ce que parmi les étudiants en situation de handicap que vous suivez tous dans vos rôles respectifs, vous avez pas le sentiment, mais la confirmation que la crise qui est vécue très durement par les étudiants d'une manière générale a provoqué des difficultés véritablement complémentaires et pour un certain nombre des situations d'isolement telles que finalement le décrochage a été important. On sait que ce décrochage a été constaté chez tous les étudiants, mais est-ce que vous avez vraiment constaté un impact très très fort chez la plupart des étudiants que vous suivez? Et puis ma deuxième question porte sur la question des stages. Les stages sont une réelle difficulté
dans la situation actuelle et d'une manière générale dans c'est une difficulté pour les étudiants en fonction de leur milieu social, de leur capacité à faire du réseau, à être bien accompagnés par les universités ou les écoles dans lesquelles ils sont. Comment voyez-vous pour ces étudiants qui ont vraiment un besoin réel de pouvoir pratiquer un stage, parce que c'est une façon pour eux à la fois de mieux connaître leur futur métier, enfin la carrière dans laquelle ils s'engagent, mais aussi pour connaître leurs capacités et les aménagements nécessaires à mettre en œuvre pour qu'ils puissent se réaliser complètement dans ces métiers. Là, clairement, il y a une difficulté pour trouver des stages pour tout le monde. Et qu'est-ce qui a été mis en œuvre plus spécifiquement dans cette situation actuelle pour pouvoir avoir un certain nombre de stages ou réserver enveloppe de stages dans les différentes universités ou au travers de vous pour pouvoir les accompagner plus particulièrement, puisqu'ils ont en quelque sorte une double difficulté, à la fois celle de leur handicap et puis celle de la situation actuelle qui les rend encore plus fragiles dans ces circonstances. Je vous remercie. Merci Sonia. Je passe la parole à Christian Redon-Sarrazy qui me l'a demandé. Christian, c'est à toi. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Donc, Christian Redon-Sarrazy, qui est sénateur de la Haute-Vienne et membre de la Commission des affaires économiques. C'est à toi, Christian. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs, pour vos interventions. J'ai bien noté qu'il y avait eu ces dernières années une augmentation du nombre d'étudiants en situation de handicap accueillis à l'université. Par effectivement l'accueil de publics nouveaux sans doute, mais aussi avec des diagnostics plus importants sur des publics qui étaient déjà accueillis, qui n'étaient pas repérés comme étant en difficulté. C'est des pistages, entre guillemets, où cet accueil a nécessité des aides, en particulier des secrétaires, enfin, du recrutement de personnel. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'ensemble des besoins ont pu être satisfaits, parce qu'il y avait eu, moi j'avais perçu qu'il y avait des besoins qui étaient importants et j'avais l'impression qu'ils étaient parfois difficiles à satisfaire, alors en fonction des situations géographiques, en fonction des filières, mais je voulais savoir si il n'y avait pas, si les budgets étaient bien présents, c'est-à-dire s'il y avait suffisamment de budget dans les établissements pour notamment rémunérer des secrétaires, des aidants, et est-ce qu'il y avait bien aussi les candidats, enfin soit les étudiants, soit les personnes extérieures, pour bénéficier de ces contrats de travail. Et ensuite, donc, ce diagnostic il se fait à l'entrée à l'université, et l'accueil et l'effort est porté sur l'entrée à l'université, parce qu'effectivement, c'est là où il faut le plus d'accompagnement. Est-ce qu'on commence à avoir des résultats sur le niveau d'études atteint ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez parlé des IUT tout à l'heure, donc plutôt filière courte, vous avez parlé de taux relativement faibles dans des filières sélectives, des filières d'excellence. Est-ce qu'on a on commence à avoir des chiffres sur l'accès à un second cycle ou éventuellement l'accès à un doctorat ? Merci. Merci. Je passe la parole à Victoire Jasmin, qui est sénatrice de la Guadeloupe et membre de la Commission des affaires sociales. Victoire, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous tous qui avez déjà donné des informations très intéressantes. Je suis agréablement surprise quand j'entends un certain nombre d'initiatives qui sont prises, et c'est très important pour les étudiants eux-mêmes, pour leurs proches, pour leurs parents, parce que très souvent on a vu que c'est des situations très stressantes, c'était un véritable parcours du combattant, et là je vois quand même qu'il y a pas mal d'initiatives et je suis vraiment ravie. C'est sûr que il y a encore beaucoup à faire, mais vraiment les différentes interventions vraiment me prouvent qu'il y a au niveau des universités des efforts pour permettre de faire en fonction des moyens évidemment, parce que tout n'est pas forcément possible. Je l'ai entendu aussi. Alors concernant les différents logiciels, il y a pour les sourds et les malentendants, il y a la possibilité d'avoir évidemment des logiciels, mais aussi des ordinateurs qui peuvent faire la traduction simultanée de l'audio à l'écrit.
Et là, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a la possibilité de vérifier aussi, parce que très souvent, on se rend compte qu'il y a des mots en matière de sémantique qui ne correspondent pas en fonction de la technicité de l'objet du cours, par exemple. Donc là, il y a de fait un certain nombre d'erreurs quand il y a la traduction simultanée. Alors, je ne sais pas combien ils sont, hein, les malentendants et les sourds, qui ont probablement peut-être moins de soucis que ceux qui ont des problèmes d'accessibilité parce qu'ils sont chez souvent, je dirais. Mais c'est aussi un frein dans la compréhension au niveau de la sémantique, d'autant plus que pour ce qui concerne les étudiants qui sont confrontés aujourd'hui au distanciel, c'est vrai qu'il y a toutes les informations que vous avez déjà données concernant les limites quand même de cette pratique, mais il y a aussi des freins, je pense, qui sont amplifiés pour les sourds et les malentendants. Et puis, je voudrais savoir également ceux qui sont accompagnés. Certains sont probablement accompagnés, d'autres qui ne sont pas forcément accompagnés physiquement par une tierce personne. Comment ça se passe? Parce que ça doit être un parcours du combattant quand ils ont besoin de se déplacer, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, des choses comme ça. Donc c'est peut-être basique, mais il y a de grandes appréhensions. Mais je tiens à vous saluer tous et à saluer les initiatives et tout ce qui pourrait être innovant et les perspectives que vous avez concernant cet accueil qui me semble important et essentiel parce que malheureusement, il y a un taux de chômage important un peu partout sur le territoire national et dans les Outre-mer et les personnes en situation de handicap ont des freins qui sont liés à l'accès à des stages, déjà des entreprises en capacité de les accueillir. Et là, vous avez très bien dit, il y a effectivement aussi auprès des tuteurs, auprès des personnes qui accompagnent dans les entreprises, mais aussi au niveau de l'université, de la nécessité de faire des formations. Je ne serai pas plus long, je vous remercie tous et merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. Allez, merci. Merci Victoire, on a entendu le coq qui chantait derrière toi, c'est un coq guadeloupéen qui se lève tard, hein, parce que 9h37 là c'est quand même un peu tard. Mais il continue à faire des rappels. Quoi. Ah, oui, non, mais moi j'ai une solution qui est radicale, c'est le coq au vin, c'est très efficace. Je passe la parole à notre rapporteur pour les dernières questions, puis après ça sera à vous de répondre. Sans transition, alors il faut redevenir sérieux quelques instants. Moi, j'avais 3 types de questions à vous poser. D'abord, on sait que dans le monde du travail, une des difficultés, c'est que les personnes se déclarent, se fassent identifier. Est-ce que c'est aussi un souci qu'on trouve au niveau de l'enseignement supérieur? Je crois qu'aucun d'entre vous n'a mentionné le Crous dans vos interventions. Est-ce que le Crous a des actions spécifiques à destination des étudiants sur un handicap? Et puis dernière question, je crois que c'est vous, Monsieur Fauvel, qui avez mentionné tout à l'heure dans vos propos en disant sur les aides apportées aux étudiants, vous avez dit que c'était fonction des établissements, vous avez dit qu'il y avait des types d'aides qui posaient pas trop de problèmes, le tiers-temps, les preneurs de notes, et puis d'autres qui peuvent poser problème parce qu'ils dépendent de financement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces financements, quel type de financement qui les apporte? Et est-ce que les difficultés sont dans l'obtention de la connaissance de ces financements et leur obtention? Bref, si vous pouvez préciser les difficultés auxquelles un étudiant peut être confronté dès lors qu'il y a besoin de financement. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vais vous repasser la parole en vous demandant de faire un discours d'environ 5 minutes pour que nous n'allions pas trop tard au-delà de 16 heures. Madame Garcia, vous voulez intervenir la première? Allez-y. C'est bon, c'est allumé, merci. Alors, du coup, je notais vos questions en même temps, pardon. Alors, de ce qu'on peut dire au niveau d'Artege sur les différentes questions qui sont posées, pour le coup, on ne va pas pouvoir répondre à toutes, évidemment, à notre niveau. Mais donc, nous, en matière d'aménagement sur ce qui se passe en entreprise, on veille effectivement à accompagner les jeunes quand ils se retrouvent en stage dans nos entreprises membres, à ce que leurs aménagements soient pris en compte. On fait le lien avec les chargés de mission handicap, des entreprises, merci.
excusez-moi, avec les chargés de mission handicap des entreprises afin que leurs aménagements soient pris en compte. Ce sont des infos qui sont données au moment où le jeune va être pris en stage ou en alternance ou même en emploi, afin de s'assurer qu'il soit accueilli de la meilleure manière possible. Donc ça fait partie de nos exigences auprès des entreprises membres et employeurs membres de l'association. Ensuite, pour ce qui est des questions sur la partie est-ce que les jeunes dans le supérieur ont des difficultés à se déclarer, alors de ce qu'on se constate, nous, quand on fait des actions avec les universités et les grandes écoles, c'est que les actions fonctionnent mieux quand elles sont anonymisées. Donc en fait, quand les jeunes peuvent venir en mettant un pseudo en se connectant à distance, c'est plus facile. S'ils doivent s'inscrire, donner leur nom, on a moins de jeunes, tout simplement. Donc, nous, on peut en tirer des conclusions, mais voilà le constat que l'on peut faire. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre tout de suite, sauf si ma collègue Servan a des choses à rajouter. Mais voilà, nous, ce qu'on constate vraiment, c'est qu'il y a une réelle demande aujourd'hui des entreprises sur tous les postes en alternance. Les missions handicap sont venues vers nous en masse au début de la campagne d'alternance pour trouver des jeunes en situation de handicap sur leur poste d'alternance. Donc il y a eu un vrai mouvement de la part des entreprises. On a eu un vrai mouvement de la part des jeunes aussi. On a beaucoup communiqué en disant n'hésitez pas, les campagnes d'alternance commencent. Il s'agit de vous faire connaître pour pouvoir avoir accès à ces postes. Aujourd'hui, on attend les résultats, mais voilà. De notre côté, on sent qu'il y a une véritable envie, en tout cas du côté des missions handicap dans les entreprises, de faire avancer le sujet. Donc on essaie, nous, d'être présents suffisamment et en nombre pour pouvoir proposer des étudiants, proposer aux étudiants de participer, enfin en tout cas de rentrer dans les process d'inclusion. Donc là-dessus, on sent que les missions handicap sont très mobilisées et nous le sommes aussi au sein d'Arpège, mais pas les seuls de toute façon. Je pense que tous mes collègues d'autres associations également. Est-ce que, Madame Chauvel, vous voulez ajouter quelque chose ? Écoutez, peut-être, Canel, si tu veux témoigner, il y avait une question sur le présentiel et le distanciel, cette difficulté pour les jeunes de trouver des stages ou de les faire en distanciel, peut-être de l'illustrer avec le peu de retour des jeunes qu'on a, mais qui peuvent quand même donner un peu de réponse. Oui, tout à fait. Tous les stagiaires ou alternants qu'on a placés ces derniers temps font la plupart de leurs stages en distanciel et c'est parfois une vraie difficulté pour eux parce qu'ils ne rencontrent jamais les équipes avec lesquelles ils sont en poste. Donc pour la plupart, c'est du distanciel. Le présentiel, on va le retrouver plutôt chez les stages des plus jeunes qui sont dans des stages découvertes, que ce soit collège, lycée. Mais sur les stages du supérieur, on est sur du distanciel là, quasiment tout le temps, selon les directives gouvernementales en matière de télétravail. Merci. Madame Arnaud, je vais vous rendre la parole. Je vous l'ai reprise de façon un peu vive tout à l'heure. Je m'en excuse. Donc c'est à vous. Hein. Essayez d'utiliser les questions pour présenter vos propositions. Allez-y, je vous en prie. Très bien. Pour rebondir sur une des dernières questions là, concernant la déclaration effectivement des étudiants au niveau de la reconnaissance MDPH ou RQTH, et les demandes des entreprises, nous, ce qu'on constate, c'est que les entreprises sont effectivement très demandeuses d'étudiants qui sont bénéficiaires d'une reconnaissance MDPH. Or, ça représente une part infime, finalement, des étudiants qu'on accueille et qu'on accompagne. Donc ça, c'est une difficulté, parce qu'effectivement, les entreprises, ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir de pouvoir les comptabiliser aussi comme dans la part reconnaissance MDPH. Donc quand ils ne l'ont pas, pour eux c'est moins intéressant. Donc ça c'est une difficulté. Et après dans les étudiants qu'on accompagne et qui n'ont pas cette reconnaissance-là, il y en a une partie qui ne l'auront pas parce que leurs difficultés ne sont pas dans le cadre de ce que la MDPH prend en compte. Donc nous on les accompagne parce qu'on considère qu'il y a un impact de leur pathologie ou de leur handicap sur leurs études, mais pour autant, ça ne rentrera pas dans le cadre d'une reconnaissance MDPH. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, pour qui on pourrait tout à fait avoir une reconnaissance MDPH. Ça n'a pas été mis en place par le passé. Et donc, nous, c'est aussi une de nos missions de les accompagner vers cette reconnaissance-là, vers cet accompagnement-là. On travaille pour ça avec nos assistantes sociales
qui les accompagnent et les aident à mettre en place les choses. Mais effectivement, on se heurte parfois à des difficultés encore sur de l'ordre des idées reçues, un petit peu sur l'enfermement dans laquelle ça va nous mettre de faire cette reconnaissance. On va avoir une étiquette. Il y a encore beaucoup de freins des étudiants pour accepter de faire cette démarche-là. Donc, nous, on y travaille systématiquement. C'est quelque chose qui est abordé systématiquement. Après, on va à la vitesse de l'étudiant. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants avec lesquels ça va pouvoir se faire s'enclencher assez rapidement, d'autres pour lesquels ça va être beaucoup plus long. Et d'autres qui le refusent totalement. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille, mais qui prend du temps. Ce sur quoi aussi je voulais rebondir aussi, une question qui était, je trouve, très intéressante sur la façon dont on arrive à répondre, nous, au niveau des aides humaines, à la fois sur la question du budget et sur la question des candidats pour pouvoir aider les étudiants en situation de handicap. Effectivement, c'est une bonne question, c'est une vraie réalité. Je dirais, alors après, je ne sais pas si c'est quelque chose de généralisable pour toutes les universités, mais nous, en tous les cas, à Tours, c'est pas le budget qui pose problème. Si on a besoin de mettre en place une aide humaine ou une aide autre, globalement, on arrive à la mettre en œuvre, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, c'est la ressource humaine en elle-même qui nous manque. C'est-à-dire que, on l'expliquait tout à l'heure, pour donner accès aux enseignements, et c'était d'ailleurs un des axes d'amélioration qui nous reste je trouve, à mettre en chantier. On fait donc appel à des étudiants qu'on recrute pour faire de la prise de notes. Clairement, c'est pas quelque chose d'extrêmement efficace. C'est-à-dire que dans certaines filières, ça fonctionne bien parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs. Des fois, il y a des filières pour lesquelles ça marche très bien et d'autres pour lesquelles ça marche moins bien. Donc parfois, on a de vraies difficultés à identifier des étudiants qui voudraient bien être preneurs de notes. Donc quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, on ne peut pas les inventer. Donc on se retrouve avec des étudiants qui ont des besoins et qui n'ont personne qui va transmettre les cours. Donc à ce moment-là, on essaie de solliciter les enseignants, mais on retombe assez souvent sur cette difficulté qu'on a évoquée aussi de la propriété intellectuelle et donc des difficultés qu'on peut avoir pour récupérer les cours des enseignants. Qui ont parfois pas forcément de traces écrites de leurs cours, des enseignants qui font leurs cours finalement un peu au fil de l'eau au fur et à mesure de l'intervention orale, donc pour lesquels c'est compliqué de nous fournir quelque chose pour nos étudiants. Donc ça, il y a un vrai écueil à ce niveau-là et surtout cette problématique de devoir recruter des étudiants engendre un retard en fait à l'accompagnement puisque pour recruter l'étudiant qui va correspondre à l'étudiant en situation de handicap, il faut qu'on ait identifié la filière, le groupe de TD. Donc ça peut pas se faire dès la rentrée. Nous, on essaye de sensibiliser, de travailler aussi avec l'enseignement secondaire pour sensibiliser les étudiants, les futurs étudiants, à nous contacter dès le printemps précédant leur entrée à l'université pour avoir un petit peu une idée de leurs problématiques et de leurs besoins. Mais pour autant, pour les aides humaines, on va devoir attendre qu'ils soient dans une promo, qu'ils soient affectés dans une promotion et que les groupes de TD soient faits pour pouvoir recruter l'étudiant qui pourra l'accompagner. Or, cette organisation-là, elle se fait qu'au moment de la rentrée, parfois même au bout de quelques jours de cours. Donc, clairement, l'étudiant, quand il arrive, l'aide humaine ne peut pas matériellement être mise en place. Et ensuite, une fois qu'on va avoir le groupe qui est constitué, on va faire nos appels à candidature par différents moyens, on va essayer de trouver les étudiants. Ça prend un certain temps qui va être variable en fonction on ne sait pas trop quels critères, mais enfin ça prend des temps divers. Et après, il faut le temps de rédaction du contrat, puisqu'on ne peut pas faire travailler un étudiant sans avoir fait un contrat de travail. Donc là, il y a au moins encore un délai de 15 jours au niveau des DRH pour faire ce contrat. Donc, en gros, on a facilement un mois de délai à la rentrée où l'étudiant qui a besoin d'avoir un accompagnement et pour lequel l'équité d'accès au savoir devrait permettre qu'il puisse avoir ses cours en même temps que tout le monde dès la rentrée, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une vraie difficulté et que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à solutionner parce qu'on n'a pas d'alternative. Donc là, effectivement, c'est une vraie interrogation et c'est un vrai besoin qu'on a pour améliorer les choses.
Et quand l'étudiant se manifeste en cours d'année, parce qu'on a des étudiants évidemment qui viennent nous voir très tôt et d'autres qui viennent nous voir plus tard parce que ils en ont un petit peu marre de l'accompagnement, ils ont été très, très accompagnés durant tout le primaire, tout le secondaire, et donc c'est aussi assez légitime de vouloir essayer de démarrer les études supérieures dans une autre dynamique et sans forcément beaucoup d'accompagnement autour. Donc c'est aussi leur droit de vouloir démarrer sans être accompagnés. Donc ces étudiants-là, souvent, ils ne nous contactent pas au démarrage. Et puis finalement, quand les difficultés s'amoncellent, ils finissent par nous contacter. Et donc là, des fois, on est déjà en novembre-décembre. Donc quand ils nous contactent en novembre-décembre, pour trouver quelqu'un en novembre-décembre et qui puisse en plus du coup fournir les cours depuis le début de l'année, ça devient tout de suite extrêmement compliqué. Donc effectivement, on fait ce qu'on peut, on fait au mieux, mais on ne fait pas le mieux pour ces étudiants-là dans toutes les situations. Merci. Monsieur Oppinchin, vous voulez dire quelques mots? Oui. Je vous en prie. Oui, je vais être très rapide sur les différentes questions aussi. J'avais une question sur les chiffres, sur la réussite. Donc ça, je vous ai mis dans le fil de conversation. C'est la thèse la plus récente, donc une thèse de sociologie de 2019 d'Antoine Verretou. Donc c'est ce que vous pourrez trouver de plus récent sur les différents chiffres de réussite, mais ce qui est intéressant dans sa thèse, il montre que au-delà de la réussite, les étudiants en situation de handicap rentabilisent moins leur diplôme que les autres étudiants en fait. C'est-à-dire qu'il y a la question, ça renvoie à toutes les problématiques qu'on a évoquées aussi sur l'insertion professionnelle. L'autre chose qui est intéressante dans sa thèse, donc on en a parlé sur la répartition dans les filières. Donc nous on le voit à Tours, c'est-à-dire que la proportion d'étudiants en situation de handicap, elle suit aussi la composition sociale des filières. C'est un peu mon travail de sociologue, mais il ne faut pas oublier les inégalités sociales aussi derrière ces questions-là. C'est-à-dire qu'on sait que les étudiants de catégorie supérieure, voilà, c'est plus facile quand on vient des catégories supérieures, ils sont surreprésentés dans les études supérieures. Pour les étudiants en situation de handicap, c'est une course d'obstacles, mais on constate il y a plus en proportion d'étudiants de catégorie populaire chez les étudiants en situation de handicap qu'en proportion de l'ensemble des étudiants. Donc ça, il y a ce point-là. L'autre point, donc toutes les interventions que j'ai entendues, moi, ça me confirme dans deux convictions qu'on a avec Émilie et plus largement à l'Université de Tours. C'est d'une part qu'il faut vraiment renforcer la formation des enseignants, la sensibilisation des enseignants sur ces questions-là. Et le deuxième, c'est aussi qu'il faut renforcer aussi le pouvoir d'agir aussi des étudiants en situation de handicap, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment partie prenante aussi des institutions universitaires, qu'ils soient présents dans les commissions CVEC, les commissions d'attribution des aides, etc. Parce que voilà, c'est eux les premiers concernés, et puis c'est important aussi qu'ils portent aussi les politiques qui les concernent au premier chef. Et le dernier point, donc, c'était pour répondre aux questions de Madame de la Provoté. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. C'est difficile de répondre sur l'effet propre pour les étudiants en situation de handicap. Donc, par rapport à l'isolement, par rapport au stage, en fait, c'est que, en fait, nous on le voit, la question du stage, vraiment, c'est terrible pour cette génération d'étudiants, en fait, on a repoussé les dates. Dans les cursus, le moment où ils peuvent faire leur stage, etc. Mais il y a une vraie problématique d'accès en général des étudiants au stage. Pareil, sur la réussite, on voit quand même que les taux de réussite sont quand même un peu moins forts, notamment les années diplômantes, L3, M2. Donc là, on n'a pas encore la réponse sur est-ce qu'il y a un effet propre, c'est-à-dire que les étudiants en situation de handicap seraient plus touchés que les autres par l'isolement, par la difficulté à trouver des stages. Je pense qu'on manque encore un peu de recul pour vous répondre, avec des chiffres vraiment scientifiques, sachant que ce qu'on vous a mis aussi dans le document qu'on vous a envoyé, pour l'instant, les études qui sont sorties sur l'impact de la situation sur la santé mentale des étudiants, à ma connaissance, j'en ai pas trouvé qui pointait le fait qu'être en situation de handicap pourrait renforcer l'effet négatif du confinement. Mais encore une fois, on manque aussi de recul scientifique pour apporter des réponses définitives à vos questions. Merci beaucoup. Messieurs Goluet et Fauvel, c'est à vous. Alors,
Plusieurs points. Sur les effets de la crise sanitaire sur les étudiants en situation de handicap, je pense qu'on se retrouve un peu dans le cadre d'un concept assez à la mode qui est l'intersectionnalité, c'est-à-dire que les étudiants en situation de handicap qui ont déjà des déficits par ailleurs économiques, culturels, etc., vont, dès qu'un obstacle va se présenter à eux de façon imprévisible, être plus impactés dans leur capacité à gérer. Donc c'est vrai dans le secondaire, avec des familles qui sont soit totalement démunies, soit des militantes proactives de la réussite de leur enfant. Et puis on va le retrouver dans le supérieur avec des étudiants qui ont plus ou moins la ressource et la capacité à mobiliser les ressources autour de leur environnement. Alors nous, en tant qu'association, on a vocation à essayer de les atteindre, mais ce n'est pas forcément systématiquement le cas. Je pense les étudiants précaires, les étudiants qui sont en situation irrégulière ou qui sont en fin de droit, etc. C'est évidemment ceux-là qui vont rencontrer le plus de difficultés et c'est évidemment ceux-là qu'on aura le plus de mal à atteindre. Donc il y a vraiment une vigilance à avoir vis-à-vis de ces publics et une vraie problématique de comment aller au-devant de ces personnes-là. En termes de poursuite de cursus, alors c'est évident qu'on constate... Alors, entre le secondaire et le supérieur, il n'y a pas un delta très significatif de poursuite d'études. Par contre, il y a vraiment une plus forte proportion d'étudiants qui vont dans les universités pour des raisons, Thomas l'a évoqué, de moindre sélectivité des universités et avec un vrai problème du côté des classes préparatoires aux grandes écoles. L'accessibilité du bâti est un vrai sujet. Il y a quand même beaucoup de lycées, de grandes écoles qui ne sont pas physiquement accessibles. Là, c'est une discrimination vraiment très, très pratique, très matérielle. Des personnes à mobilité réduite qui n'ont pas accès aux écoles auxquelles ils prétendent. Et puis, il y a le côté peu intuitif pour certains enseignants de classes préparatoires de la possibilité de la mission qui leur échoit de venir adapter leurs modalités d'enseignement. On voit qu'il y a une surreprésentation dans les filières scientifiques et dans les IUT qui sont sans doute une réponse par défaut à la capacité, à la capacité pratique, matérielle qu'il est donnée à ces jeunes d'accéder aux grandes écoles, auxquels il faut rajouter évidemment des phénomènes d'autocensure qui sont bien réels, puisqu'ils sont déjà assez stressés par leur capacité à rentrer dans un nouvel écosystème qu'est l'enseignement supérieur. Si en plus il y a du stress connu pour venir s'ajouter à leurs problématiques ordinaires, forcément ils vont avoir tendance à aller chercher des solutions de contournement. Donc je pense que c'est vraiment un point important. Aussi, un atout qu'ont les étudiants quand ils sont à l'université, c'est qu'il y a les missions handicap. Aujourd'hui, elles sont systématiques dans toutes les universités. Et puis, il y a le schéma directeur des universités qui fait que maintenant, il y a une politique handicap qui est actée de façon triannuelle et revue annuellement par les conseils d'administration universitaires qui font que, bon an, mal an, les choses avancent et sont évaluées au fil de l'eau. Donc les missions handicap, c'est vraiment les ambassadeurs des étudiants. On va avoir des étudiants qui vont avoir des différends avec la mission handicap, mais dans un premier temps, ça va être les prescripteurs, ça va être vraiment les ambassadeurs auprès du corps enseignant et des UFR pour plaider la cause des étudiants handicapés. Donc dans les structures plus petites, certaines grandes écoles où il n'y a pas de mission handicap, ou les lycées, STS et CPGE, forcément, c'est moins systématique. Il y a moins cette garantie apportée par l'institution, et donc c'est plus en fonction des bonnes volontés. Alors, il va y avoir des grandes écoles qui vont être très proactives quand un étudiant handicapé moteur va se présenter et qui vont tout mettre en œuvre sur l'instant pour essayer d'aménager les choses. Mais on voit bien que, d'une manière statistique, il y a quand même plus de chances de réussite pour les étudiants en situation de handicap quand ils intègrent une grande école où il y a une mission handicap avec du temps dédié. Donc évidemment, il y a quand même cette problématique de moyens qui est importante et qui ne va pas toujours de soi quand on n'atteint pas un seuil de nombre d'élèves à accompagner de façon récurrente tous les ans. Je voulais aussi attirer votre attention sur un dispositif assez innovant et à mon sens assez exemplaire qui existe à l'Université de Poitiers, qui s'appelle l'association Handisup Centre-Ouest, qui est vraiment adossée étroitement à la mission handicap, à laquelle la mission handicap confie des missions. Et ce dispositif, c'est un coordinateur salarié et des services civiques. Et il est là en mission sur le volet socialisation des étudiants et sur le volet accompagnement de certaines situations de handicap particulières.